TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie Adam et je suis bien heureuse de vous retrouver à la barre d'une émission d'information locale à la TVC Basse-Lièvre. Cette semaine, avec Yannick Boursier, on va parler de l'élection fédérale qui s'est passée dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation. On parle aussi d'un important projet à la Maison Vallée de la Lièvre. On rencontre Sylvain Caron pour nous parler technologie et Jessie Laflamme, elle, va nous parler des activités à faire cet automne. Bonne émission! Chaque semaine, on va couvrir l'actualité avec Yannick Boursier, rédacteur en chef chez InMedia en Outaouais, à l'Info de la Basse-Lièvre. Bonjour Yannick Boursier. Salut Floralie, ça va bien? Ça va, merci. Toi-même? Très bien, merci. Yannick, lundi dernier, il y a eu des élections fédérales, ça n'a pas passé sous silence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la circonscription de la Petite-Nation, en fait la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation? Bien, ça a été une longue soirée, on peut le dire. C'est un des derniers résultats qui est sorti. Et au moment où on parle en ce moment, on est mardi, on doit confirmer encore certaines choses. Stéphane Lauzon a été déclaré élu hier. Il a gagné avec à peu près 1200 votes d'avance sur le Bloc québécois, sur Yves des Trois-Maisons. Par contre, il reste encore 2600 votes par la poste qui doivent être ouverts mercredi. Donc, ces votes-là vont confirmer le résultat final. Il y a encore une chance comme quoi que le résultat change parce qu'il y a quand même 2600 votes, mais donc on va savoir mercredi à la fin de la journée ou jeudi si le résultat reste avec Stéphane Lauzon qui a été déclaré élu lundi soir ou si on a un changement. Oui, parce que Yves des Trois-Maisons aimerait bien qu'il y ait ce changement. D'ailleurs, en 2019, quand il y avait eu des élections fédérales, c'était très serré entre les deux candidats. Est-ce que c'est aussi serré cette année? Bien, ça a été un peu moins serré. Yves des Trois-Maisons disait qu'il avait espéré diminuer cette différence-là qui était d'à peu près 600 votes et même il espérait d'aller chercher la circonscription. Malheureusement, ça a été dans l'autre sens. Il était un peu déçu de cet élément-là, mais il attend de voir les derniers résultats finaux avant d'analyser le tout là, pour voir comment que ça va sortir après le vote du côté de la poste. Mais bien sûr, donc tout porte à croire pour le moment que ce sera Stéphane Lauzon qui rentrera dans la circonscription. Rappelons aussi que une fois que ces élections fédérales seront complètement passées, on aura notre attention sur les élections municipales. C'est la période de candidature en ce moment. On pourra surveiller ça. Yannick, du côté de la Maison de la famille Vallée de la Lièvre, il y a une bonne nouvelle. Il y a un gros projet qui vient de commencer. Oui, c'est un projet qui est attendu depuis quand même longtemps. On en parlait depuis des années. Ça a été difficile à mettre en place. Il y avait beaucoup de financement. On va agrandir le garage qui est situé à côté des locaux de la maison. Ça a l'air banal, un peu comme ça, mais c'est parce que le projet va permettre de transformer ce garage-là pour en faire un endroit où les gens vont pouvoir aller chercher des dépannages vestimentaires, mais comme si c'était un magasin. Présentement, le garage servait principalement à amasser les vêtements que les gens donnaient. On en reçoit beaucoup. Même à un moment donné, l'organisme avait tellement de vêtements qu'il en mettait dans d'autres locaux, à la mairie de l'Ange-Gardien, entre autres, ou chez des gens. Donc là, on va faire le ménage là-dedans. On va installer le garage de façon à ce que ça ressemble plus à un magasin et les gens vont pouvoir aller se chercher des vêtements. On spécifie, ça va vraiment être pour les gens qui ont des besoins avec la maison de la famille. C'est vraiment spécifique, ça ne sera pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour les gens qui ont des besoins, la maison de la famille offre des dépannages vestimentaires et ils vont pouvoir choisir les vêtements. Oui, et qui est-ce qui a rendu ça possible, ce projet? Parce que ça fait des années là, qu'on veut que ça se passe.
Oui, bien, il y a eu d'abord le Club Lyon qui a décidé l'année dernière d'en faire son projet important pour le tirage annuel qu'ils font. Ils ont donné à peu près 22-23 000 l'an dernier et il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont embarqués dans le projet pour aider au niveau de la construction, notamment la construction va être faite par Jean-François Guilbeault, un entrepreneur de la région. D'autres partenaires ont embarqué aussi pour aider au niveau de la toiture et d'autres projets, d'autres aides de cette façon-là pour que le projet puisse se réaliser. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines, d'ici entre le 1er novembre et le 1er décembre, le tout devrait être terminé. OK, c'est encourageant. Bien, on a très hâte de voir ça. Toujours dans l'est de Gatineau, on a un projet d'aréna, un complexe multiglace. Mais là, dans les dernières semaines, en fait, la semaine passée, la Ville de Gatineau a annoncé qu'elle pourrait investir 116 millions de dollars pour un complexe multiglace dans l'ouest de la Ville de Gatineau. Est-ce que ce projet-là, dans l'ouest de la ville, pourrait influencer le projet dans l'est de la Ville de Gatineau, donc dans le secteur de Buckingham? Oui, bien juste pour faire une petite mise en contexte, si les gens ont suivi le dossier, quand il y a eu la discussion il y a quelques années sur le déploiement des arénas, on faisait d'abord le projet pour remplacer Gertin, ce qui est maintenant le centre Slush Poppy qu'on connaît. Ensuite, il y avait un projet dans l'ouest et un projet dans l'est. Le projet dans l'ouest devait être réalisé autour de 2020 et le projet dans l'est, en fait, dans les plans initiaux, était réalisé en ce moment. Finalement, le projet dans l'Ouest ne s'est jamais réalisé. Et là, au lieu d'aller en partenariat public-privé, comme ça a été le cas pour Branchot-Brière, par exemple, la Ville a décidé que, vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, ils vont investir dans un projet, du moins, en tout cas, c'est ce qui est sur la table, un projet de 116 millions pour plusieurs glaces et une palette qui va être située ailleurs. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste pour l'Est de Gatineau? Et c'est ce qu'on a demandé à Martin Lajeunesse, qui est président de la commission. Est-ce qu'il reste de l'argent? Hein? Est-ce qu'il reste de l'argent pour nous? C'est ça. On a plus de 100 millions pour Slush Poppy, 116 millions pour l'autre. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il croit encore que ça va devenir un projet avec un partenariat public-privé. L'Arena. Et la clé pour lui, c'est d'aller chercher une subvention au niveau des gouvernements. Et il a déjà commencé des démarches pendant la campagne. Il a discuté avec les principaux candidats là, du Bloc québécois et du Parti libéral. À ce moment-là, l'élection n'avait pas eu lieu, donc il avait discuté avec les deux. Lui, il mise sur le fait que l'Arena peut devenir une aréna régionale. Donc, qui va servir non seulement pour Buckingham-Masson-Angers, mais aussi pour Tursault, Papineauville, l'Ange-Gardien. Et de cette façon, il croit qu'il va être capable d'aller chercher de l'argent du fédéral et du provincial pour aider au projet. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est s'il y a de l'argent des gouvernements, il y aura un partenaire pour embarquer dans le projet. Donc, lui, c'est comme ça qu'il voit ça. Il espère encore que le projet va se réaliser en même temps que le projet dans l'Ouest. Les deux peuvent aller en même temps, qu'il dit. Donc, reste à savoir si l'argent va être là du gouvernement. C'est l'élément premier qu'on devra répondre là, pour voir qu'est-ce qui va arriver avec le projet dans l'Est de Gatineau. Bien sûr. Alors, on l'espère que ça pourra se faire en parallèle. Du côté toujours de l'Est de Gatineau, dans le secteur Buckingham, on devra s'attendre à des travaux sur l'avenue Lépine dans les prochaines années. Pourquoi? Bien, il y a un projet qui est annoncé depuis plusieurs années. Les gens qui passent sur l'avenue Lépine vont voir le panneau de Brigil qui annonce le projet domiciliaire. Ce projet-là a toujours été associé avec des travaux qu'il allait avoir sur l'avenue elle-même. Quand le projet va se développer, des travaux sont nécessaires. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la Ville de Gatineau et Brigil ont conclu une entente qui est passée lors du dernier conseil municipal qui établit un peu les travaux qui vont devoir être faits et à quel moment ça va être fait, même si on n'a pas de date précise, mais on voit que ça s'approche. Juste pour vous dire, un des éléments importants dans ce projet-là, c'est la rue Élisabeth-Chauvin qui va être qui est dans le secteur du rond-point proche du parc du 8 octobre. Elle va être prolongée pour se rendre jusqu'à l'avenue Lépine. Donc, elle va sortir sur Lépine, c'est une nouvelle rue qui va sortir.
c'est ce qui va amener beaucoup de changements. Il va y avoir notamment des ajouts de trottoirs, des ajouts de pistes cyclables, de pistes multifonctionnelles à différents moments dans le processus. Ce n'est pas tout prévu au départ, mais à différents moments dans le processus. Donc, le visuel de l'avenue Lépine dans ce secteur-là va changer là, dans les prochaines années. Certains de ces travaux-là devraient être terminés pour 2024, pour la fin 2024. Donc, on devrait voir des choses arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On sait que déjà, Brigitte a eu fait des demandes pour l'environnement pour pouvoir faire le prolongement de la rue. Donc, ça, sont en processus de ce côté-là. Donc, tranquillement, pas vite, ça avance les différents éléments qui vont mener à ce projet domiciliaire-là. Mm-hmm. Et on attend juste de voir comment que le projet va se concrétiser et à quel moment précisément il va se concrétiser. En espérant que ces travaux ne nous contraindront pas trop sur la circulation, pour ce qui est de la circulation sur l'avenue Lépine. Merci beaucoup, Yannick Boursier. Alors, on se voit la semaine prochaine? À la semaine prochaine, Floralie. Bye bye. Bye. Dans le domaine de la technologie, c'est bien aussi de se tenir à jour parce que la technologie influence directement notre quotidien. Et pour se tenir à jour dans cette actualité technologique, on va aller rejoindre Sylvain Caron. Bonjour. Bonjour, Floralie. Merci d'être avec nous. En fait, il y a un nouveau système d'exploitation qu'on va devoir utiliser parce que là, en ce moment, on utilise Windows 10. Hein? Effectivement. Et puis, disons que ça a été quand même une surprise. Une surprise. Ceux qui sont férus de technologie et d'actualité l'ont suivi. Il faut se remettre en contexte. Quand Windows 10 a été lancé en 2015, il y a un employé de Microsoft qui est allé dire un peu, se mettre le pied dans la bouche, si on veut, et que Windows 10 était la dernière version de Windows. Donc, un peu comme macOS 10, eh bien, on a version par-dessus version par-dessus version depuis au moins une décennie. Et là, on s'est dit, enfin, on n'aura plus besoin d'avoir un autre système d'exploitation. Ça va être que des ajouts, des changements, des updates, comme on dit. Et non. Ce serait le fun. Ce serait vraiment le fun. Microsoft était revenu un peu à l'époque sur la déclaration de son employé en disant que c'était sa vision à lui de la chose. Parce que Windows nous a habitués, Microsoft nous a habitués à 10 ans environ de support au niveau des mises à jour et de la sécurité. Et c'est pas une autre on le sait très bien que ça va avoir lieu à 10 ans, 2015, 2025, et ça a été annoncé. Et ceux qui étaient un petit peu plus férus ont... Donc, qu'est-ce qui a été annoncé là, exactement? Bien, ça, pour finir, mon idée, c'est que il y a une offre d'emploi qui a été publiée par Microsoft au début de l'année, en janvier, qui disait qu'il y avait besoin de quelqu'un pour rajeunir l'image de Windows. Et tout de suite, les drapeaux rouges se sont levés. Et un petit peu plus tard, en mai ou juin, on a annoncé la fin de vie, le end of life de Windows 10. Et le 24 juin, Saint-Jean-Baptiste ici, mais date bien ordinaire aux États-Unis, oui. La compagnie de Redmond nous a annoncé effectivement que Windows 11 était pour être la nouvelle version et que ça allait être disponible en octobre. Finalement, ça a été confirmé le 5 octobre, dans 2 semaines. OK, donc fin de Windows 10, oui. Mais pas la fin imminente là. Non, on parle de 2025 quand même, on a le temps de s'habituer. Mais ce qui a fait grincer des dents, c'est les spécifications que Microsoft a demandées pour être compatible avec Windows 10. Et c'est là que ça accroche. Parce qu'ils ont dit, à partir de la génération 8 de processeurs Intel, donc la série 8000 et la série Zen Plus de AMD, qui se retrouve à être la série 1000, dans les séries 1000 du processeur Ryzen. Et donc, là, c'est là que le bas blesse. On a demandé que les cartes mères soient munies de 2 petites choses qui pas toutes les cartes mères sont munies. Premièrement, on a demandé ce qu'on appelait à l'époque le BIOS, qui est vraiment le Basic Input Output System. Et on a demandé que ce soit le BIOS UEFI. Ça, c'est des plateformes, je dirais, là, assez récentes. Là.
depuis au moins 10 ans, là, c'est assez réglé. Mais l'autre chose, c'est qu'on a demandé que ce soit compatible avec le fameux Secure Boot, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de logiciel tierce qui soit amorcé à l'amorçage de Windows, donc qui pourrait compromettre un peu la sécurité de Windows. Et on a demandé aussi le module TPM, le Trusted Platform Module 2.0. Et ça, il y en a qui l'ont. Ça fait quand même quelques années que c'est disponible, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et ce qui est drôle, c'est que les spécifications au niveau des processeurs et de la mémoire vive sont quand même relativement faibles. On parle double cœur, 1 GHz, c'est des spécifications du lancement de Windows 10 pratiquement, avec 4 gigaoctets de RAM et 64 gigaoctets d'espace disque, ce qui est quand même très peu aujourd'hui si on compte là, avec les nouvelles spécifications. Oui, fait que ce que tu nous dis, c'est qu'avec la venue de Windows 11, ça va nécessiter des spécifications dans notre ordinateur. Donc, ce ne sont pas tous les ordinateurs qui pourront supporter Windows 11. C'est ce que tu nous dis. Il va falloir vérifier si notre ordinateur peut supporter Windows 11. Comment qu'on va faire pour vérifier ça, là, selon tout ce que tu nous as dit? C'est pas compliqué. Il y a des logiciels tiers qui ont été lancés, mais Microsoft a lancé un petit logiciel qui est disponible sur leur site web. Et puis, on peut aller le télécharger et voir si on est compatible. Par contre, le logiciel de Microsoft est un petit peu limité. Si on veut avoir vraiment le problème, quel module qui nous manque pour être, comme on dit, compatible au maximum. Ouais. Parce que là, il y a eu une version bêta, évidemment, au courant de l'été. On a pu l'essayer. Les YouTubers ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est quoi ça, une version bêta? Ça veut dire quoi? Une version de test. C'est une version pré-lancement. Donc, le lancement officiel a lieu le 5 octobre. On a pu tester les nouvelles fonctionnalités. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes. Un nouveau menu plus central, au lieu d'être à gauche, le menu démarrer, et au centre. Et donc, c'est un petit peu... on a revampé aussi le fameux menu démarrer. On a essayé de s'en débarrasser. Il y a quelques versions de Windows et on a été obligé de le ramener parce que les gens le voulaient. Mais ce qui est encore drôle, c'est qu'il y a certains informaticiens qui ont réussi à déjouer les vérifications de sécurité de Microsoft qu'ils exigeaient. Et ça a été fait assez rapidement, je dirais, là, quelques semaines, et puis ça a été déjoué. Donc, est-ce que la version finale va permettre ça? On ne le sait pas encore. Et c'est paradoxal parce qu'ils voulaient avoir cette version-là, Windows 11, pour éviter des problèmes de sécurité, si j'ai bien compris. Évidemment. Et puis, c'est ça qui est un peu ironique dans le sens. Mais on a des solutions. Comme je disais, ce n'est pas la fin de Windows 10. Là, c'est pas demain matin. Non. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, il y a deux choses. Soit qu'on attend qu'on utilise Windows 10 jusqu'à la fin, un peu comme l'ont fait Windows 7, Windows XP. On se souvient à l'époque, ça a été quand même assez gros. Et puis, on peut migrer vers Linux, comme personnellement j'ai fait, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est quand même un logiciel qui est pour utilisateurs relativement avancés. C'est totalement autre chose que Windows si vous êtes habitué. Ou si vous avez des logiciels qui sont sur Windows, la suite Adobe qui en est la première en liste, et ils ont dit qu'ils n'allaient pas le porter sur Linux. Donc, évidemment, si vous avez besoin de ce logiciel-là, vous devrez attendre. Et qu'est-ce que c'est Linux? Linux, c'est un autre système d'exploitation qui ressemble, qui est un peu sur la même base que macOS, d'ailleurs. C'est sur une base Unix, qui est un très vieux logiciel qui a été développé dans les années 80. Donc, si on ne veut pas aller vers Windows 11, on pourrait aller vers ça, mais là, bon. Oui, mais comme je dis, si on peut attendre, eh bien, il y a des machines qui sont là présentement, compatibles actuellement, qui vont devenir dans l'usager dans l'éventualité et qui vont être moins dispendieuses. Parce que là, on le sait, les prix au niveau de l'informatique, c'est assez cher, c'est assez dispendieux. Là. Oui, bien sûr. Alors, Sylvain, merci. On a jusqu'à 2025 pour faire le petit changement. On va être capable, hein? Mais c'est bien de le prévoir d'avance et de savoir qu'il va falloir débourser pour ça éventuellement. Peut-être pour changer notre machine ou peut-être qu'on va être correct aussi. À bientôt, Sylvain. À bientôt.
L'automne est officiellement commencé, je vous l'annonce. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut encore faire des activités à profusion dehors. Et pour nous parler des activités d'automne, je reçois Jessie Laflamme. Bonjour. Bonjour Floralie. Qu'est-ce qu'on peut faire cet automne dans la région? On peut faire tellement de choses, c'est incroyable. Ça sent que les gens avaient besoin de sortir, avaient besoin de renouveau. Donc, plusieurs activités à l'horaire. Avant de vous en parler, par exemple, juste un petit rappel comme quoi que le passeport vaccinal pour tous les événements auxquels je vais vous parler est requis. C'est une exigence des mesures sanitaires. Donc, tous les gens vaccinés pourront profiter amplement de l'automne cette année avec une belle programmation. L'automne, oui, c'est les réjouissances, c'est le temps des récoltes et c'est surtout le bal des citrouilles de Ripon. Oui! Vraiment un incontournable pour plusieurs personnes. Et il est de retour cette année, les 9 et 10 octobre. Oui, parce que l'année passée, il avait été annulé. Là. Oui, malheureusement, comme plusieurs autres événements. Cette année, il est de retour avec évidemment les producteurs qu'on retrouvait surtout au marché public de Ripon cet été, parce que ça se déroule à la coopérative Place du Marché. Mais il y a aussi la Destination de Noël qui va être présente pour faire des ateliers. La Destination de Noël, c'est une boutique qui est à Ripon et qui met de l'avant des produits d'artisans axés sur Noël, des productions uniques, des collections vraiment axées pour cet endroit-là. Et la Destination de Noël, c'est plus qu'une boutique parce qu'ils veulent faire un centre d'interprétation aussi et ils font des ateliers comme cette fois-ci au Bal des Citrouilles. Donc, de ce que j'ai compris, les gens vont pouvoir confectionner un ornement de Noël à partir d'une citrouille et du bois. Ah! On va mêler l'Halloween et Noël ensemble. Oui, un peu ça. Donc, à voir. Et ça laisse place aussi, Bal des Citrouilles, il y a toujours laissé place à des artisans. Il y en aura encore cette année qui vont être présents pour vendre leurs créations, leurs produits. Donc, 9 et 10 octobre du côté de Ripon. Oui, puis excuse-moi, mais est-ce que ça va être comme plusieurs sites sur lesquels on va se déplacer? Je sais que pour l'instant, c'est plus la coopérative, mais c'est une bonne question, ça sera à valider. Là. Je sais qu'il est en train de finir les organisations, tout ça. Là, oui. Donc, oui, à suivre. Il y a un événement Facebook si les gens veulent plus d'informations. Absolument. Il y a des vergers aussi qu'on peut visiter pendant l'automne. Évidemment, c'est le temps des vergers, c'est le temps des récoltes. Beaucoup de kiosques à la ferme aussi il y en a certains qui sont restés ouverts, dont la ferme HLF à Lac-Simon qui est ouverte jusqu'à l'Action de grâce finalement. Il y en a d'autres qui sont fermés déjà, mais on a les vergers, oui, qui vendent des produits aussi. Je pense à Croque-Pomme, entre autres, qui fait de la récolte de citrouilles aussi. Donc, un beau rendez-vous pour profiter des joies de l'automne. On a le verger Wilmont aussi. On en a un à Notre-Dame de Bon-Secours. Il y en a un aussi à Papineauville. Mais pour avoir toutes les informations, là, je vous invite à visiter le www.petitenationoutaouais.com. Vous allez avoir plus de détails. Et évidemment, comme je vous l'expliquais, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés au niveau des producteurs. Donc, peut-être un petit coup de fil avant de se rendre, là, ce serait l'idéal. Oui. Retour à Ripon, Jessie, oui. Pour un festival qui risque d'intéresser surtout les fans de vélo de montagne. Tout à fait. Oui, de retour à Ripon, l'automne, c'est les récoltes, mais c'est aussi les couleurs. Et donc, le Bike Fest qui va se dérouler le 2 octobre là, du côté du Parc des Montagnes Noires, qui met de l'avant le vélo de montagne parce qu'on sait qu'il y a 25 km de vélo de montagne au Parc des Montagnes Noires. Il va avoir la chance de faire de l'essai de vélo électrique. Il va avoir des circuits guidés pour les femmes seulement. Il va y en avoir aussi pour avancés à intermédiaires, débutants, vraiment de tout. Il va y avoir des parcours d'habileté. Vraiment, là, les adeptes de vélo de montagne, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Il y en a un aussi le 25 septembre du côté de Montebello, mais c'est un peu rapide. Donc, Bike Fest le 2 octobre. Et il y a si jamais il pleut, bien, ça sera remis le 3 octobre. OK. Donc, on a une chance de se reprendre. Côté aussi, du côté des montagnes noires, donc oui, on peut aimer le vélo, on peut en profiter des montagnes noires de cette façon-là, mais on peut en profiter tout simplement en marchant puis en observant les couleurs. Là. Ça aussi, c'est permis. Ben oui, certain. Puis d'ailleurs, le Parc des Montagnes Noires fait une promotion pour la saison des couleurs, justement, à mettre de l'avant. Tu l'as si bien dit, il y a différentes façons de le vivre. Et il y a d'ailleurs une tour d'observation de 12 mètres qui a été créée, il ne fait pas longtemps. On a aussi le Belvédère, évidemment. Il y a 16 sites de camping, 3 refuges et surtout, le Parc des Montagnes Noires, c'est 800 acres de terrain d'observation. Donc, c'est certain qu'il va y avoir là, des couleurs pendant ces fins de semaine-là. Et dans le fond, c'est les fins de semaine jusqu'au 16-17 octobre qui sont mises de l'avant pour les couleurs.
On a du temps encore. On va rentrer à l'intérieur, Jessie, puis parce que l'extérieur, c'est le fun, on peut y aller, c'est super. Mais Jean-Yves Guindon, il nous prépare quelque chose pour l'automne. Oui, bien, on reste dans le thème des couleurs, hein, mais une autre sorte de couleurs. Là, on y va avec des couleurs plus artistiques, plus créatives. Dans le fond, Jean-Yves Guindon, qui est un aquarelliste reconnu du territoire, là, il est basé à Saint-André-Avelin depuis plusieurs années, propose pour son exposition automnale des paysages d'automne, des aquarelles originales. Il va y avoir aussi des reproductions et des cartes de souhait. Et c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'artiste chez lui, dans son décor enchanteur à Saint-André-Avelin. Donc, une belle activité là, à ne pas manquer là, du côté de Saint-André. Est-ce qu'on peut aller dans les golfs encore cet automne? Oui? Ben oui, certain. On est vraiment chanceux, ça aussi. Je trouve que c'est une superbe façon de profiter des joies de l'automne. La température est, selon moi, parfaite. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. On a une belle offre de golf sur notre territoire en plus. Fermont-Château-Montebello, valeur sûre, c'est certain. Golf prisé par plusieurs amateurs de ce sport. Mais on a aussi le club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Je suis allée dimanche dernier, c'était de toute beauté. Les couleurs sont extraordinaires. Le site aussi, vraiment très beau. Les greens sont vides un peu, par exemple, est-ce qu'on m'a dit? Moi, je ne suis vraiment pas une experte là. Mais tu m'apprends quand même que tu aimes jouer au golf, Jessie. Ben oui, j'ai pas ça. Ben, c'est une belle façon, je trouve, d'aller dehors, de profiter du beau temps, justement. On relaxe, mais c'est un peu sportif sans trop l'être. Donc, une belle activité à pratiquer. Puis, en plus, pour les enfants, c'est gratuit au club de golf Héritage. Donc, belle possibilité de leur faire découvrir ce sport-là aussi. Et de ce que j'aime du club de golf Héritage, c'est qu'il a été bâti vraiment à partir du décor naturel. Donc, beaucoup de buts, beaucoup de falaises. Il n'est pas facile, on perd des balles, on perd beaucoup de balles. Mais c'est pas grave, ça fait partie des joies de ce sport-là. Et c'est le rêve d'un homme, d'Elijah Jones, qui a eu ce rêve-là à l'âge de 79 ans et il l'a réalisé à l'âge de 82 ans. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, là, de pouvoir pratiquer ce sport-là à Notre-Dame-de-la-Paix. Il y a aussi, évidemment, le club de golf Montpellier, Lac-Simon, qui est à Montpellier et qui a été créé par le joueur de hockey Stéphane Richer, numéro 44 des Canadiens de Montréal. Et la particularité de ce golf-là, bon, évidemment, oui, il est beau, il y a des belles couleurs. On perd un peu moins de balles, ce qui est intéressant, mais c'est surtout le trou numéro 4 qui est à l'image, en fait, du signe des Canadiens de Montréal, donc le C du Canadien. Le green est vraiment là-dessus. Donc, c'est impressionnant. Alors, Jessie, on ira s'amuser pendant l'automne. Il y a plusieurs occasions pour nous. C'est ce qui complète notre émission cette semaine de TVC Info et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour TVC Info Week-end. D'ici là, excellente semaine à vous. À bientôt!